La Ligne Verte est un roman fantastique écrit par Stephen King en 1996. L'histoire se déroule en 1935 et est celle de la rencontre entre Paul Edgecombe, responsable du couloir de la mort dans un pénitencier, et Monsieur John Coffey, un condamné à mort. Nous parlerons dans cette vidéo que de l'adaptation cinématographique sortie en 1999, réalisée par Frank Darabont avec Tom Hanks dans le rôle de Paul Edgecombe et Michael Clarke Duncan dans celui de John Coffey. Pour finir la petite introduction sur l'œuvre, je tiens à rappeler que l'auteur dénonce la peine de mort à travers ce roman. Passons directement à la partie numéro 1 de la vidéo, l'histoire de l'œuvre. Tout débute en 1996. Dans la première scène du film, Paul discute avec son amie Hélène autour d'un thé, lorsque celle-ci lui demande s'il n'a pas une histoire à lui raconter. Il choisit alors son année 1935. 1935, that takes the prize. The worst urinary infection of my life. And there was also the year of John Coffey and the two dead girls. Il était en 1935 le gardien-chef du bloc E du pénitencier de Coal Mountain en Louisiane, réservé aux condamnés à mort et surnommé la Ligne Verte. Il tente, avec son équipe composée des gardiens Brutus, surnommé Brutal, Dean Stanton et Harry Terwilliger, de faire en sorte que les conditions de vie soient les plus humaines possibles pour les condamnés, mais Percy Whitmore, un gardien nouveau venu qui a des relations haut placées, lui donne du fil à retordre à ce niveau car il ne cesse de harceler les prisonniers. C'est alors que John Coffey, un gigantesque noir condamné pour le viol et le double meurtre de 2 fillettes, fait son arrivée dans le bloc E, où est déjà détenu Édouard Delacroix, un cajun pyromane. Malgré le meurtre affreux pour lequel il est condamné, Coffey semble être d'un naturel doux, poli et timide. Yes, boss. I can talk. Paul souffre d'une infection urinaire mais en est guéri par le simple contact des mains de John Coffey qui semble pouvoir aspirer son mal. Plus tard, Coffey parvient même à sauver Mr. Jingle, une souris extrêmement intelligente qu'a adopté Delacroix et qui agonisait après s'être fait écraser par Percy. C'est alors qu'un nouveau détenu arrive au bloc, William Horton, et celui-ci est bien décidé à rendre la vie des gardiens la plus difficile possible. En effet, dès son arrivée, il manque d'étrangler Dean Stanton et à une autre occasion, il humilie publiquement Percy. Pour se débarrasser de ce dernier, Paul lui promet qu'il dirigera la prochaine exécution, celle de Delacroix, après quoi il demandera sa mutation dans un hôpital psychiatrique. Percy accepte le marché, mais le jour de l'exécution, il omet délibérément de mouiller l'éponge qui doit conduire le courant et assurer une mort rapide sur la chaise électrique. Delacroix meurt donc d'atroces souffrances. Quelque temps plus tard, Paul et son équipe droguent Wharton, enferment Percy dans une cellule d'isolement et font sortir Coffey pour le mener à Melinda Morris, la femme du directeur de la prison qui est atteinte d'une tumeur au cerveau. Coffey réussit à la soigner mais garde le mal en lui au lieu de le recracher. De retour au pénitencier, Coffey transmet son mal à Percy et celui-ci pris de folie abat Wharton de plusieurs balles avant de sombrer dans la catatonie. Percy est alors envoyé en tant que patient dans l'hôpital psychiatrique où il devait être transféré et ne sortira jamais de son état catatonique. Paul, qui a mené l'enquête sur les meurtres dont Coffey est accusé, acquiert la certitude de son innocence quand il apprend que Wharton avait travaillé chez le fermier dont les 2 fillettes sont mortes. Coffey le lui confirme, ayant acquis ce savoir lors d'un bref contact avec Wharton, raison pour laquelle il a fait en sorte que celui-ci soit tué par Percy. Coffey, qui passait par là par hasard, s'est fait prendre alors qu'il tentait vainement de ramener les fillettes à la vie à l'aide de son pouvoir guérisseur. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo, les erreurs et incohérences de l'œuvre. Cette seconde partie sera découpée en 2 petites parties, d'abord les anachronismes et ensuite les observations. Numéro 1, en 1935, une vingtaine de blancs armés qui trouvaient un noir avec 2 cadavres d'enfants blancs étaient exécutés sur le champ. En outre, pas de procès, pas de prison, ni de chaise électrique. Numéro 2, en parlant de la chaise électrique, elle fut mise en place en Louisiane qu'après la guerre de 1945, autrement dit les condamnés à mort étaient pendus à cette époque. Numéro 3, lors de l'exécution, on peut voir une horloge à quartz et il faut savoir que le système n'était pas du tout répandu en 1935. Numéro 4, I Can Give You Anything But Love de Billie Holiday est à l'écoute pendant le film. Rappelons dans les faits que nous sommes en 1935 et que la musique n'est sortie officiellement qu'en 1937. Voici un extrait. Numéro 5, quand Paul Edgecombe dit à Percy qu'il devait obéir à un malabar. Le malabar était représenté par une personne forte, en l'occurrence le célèbre personnage du Bubblegum, très populaire. Or, ce dernier n'est apparu que beaucoup de temps après. La citation « Le malabar » est lancée en 1958 par la société Crema. Il pèse 6,8 grammes, est de forme rectangulaire et se compose de 2 boudins de couleur rose que l'on peut scinder, donc partager. On ne trouve que l'arôme Tutti Frutti. L'histoire se déroule en 1935, donc le malabar n'existait pas encore. Numéro 6, pour endormir la méfiance des gardiens, Wild Bill fait semblant d'avoir été sédaté. Il est en avance sur son temps puisque les neuroleptiques ne sont apparus que dans les années 50, soit 15 ans après l'action du film. Passons maintenant à quelques observations et faux raccords qui auraient mérité de ne jamais exister dans ce film pour que celui-ci soit parfait. Numéro 1, lorsque les gardiens mettent Wild Bill pour la 2e fois dans la cellule de contention, on voit qu'il est mouillé.
alors qu'il ne se fait asperger que la première fois. Numéro 2, Édouard Delacroix revient du show avec sa souris, sa chemise dépasse du pantalon, et quand il se relève de sa chute, elle est bien mise. Numéro 3, pour se venger de Delacroix, lors de son exécution, Percy ne mouille pas l'éponge. Pourtant, dans le plan suivant, lorsque Paul regarde, le seau est un peu plus vide. Numéro 4, John Coffey se fait exécuter sans bonnet, recouvrant la tête et les yeux. Or, parlons un peu scientifique, en réalité une exécution à la chaise électrique nécessite un bandage des yeux, car ceux-ci sortent de leur orbite sous l'effet de l'électrocution. Voilà chers amis, je vous ai présenté 10 erreurs et incohérences sur le film qui méritent néanmoins notre plus grand respect envers le réalisateur, Frank Darabont, ainsi que l'auteur du roman Stephen King. Alors si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cotiser un abonnement pour l'association à but non lucratif nommée Lirox TV, ainsi que cliquer sur le bouton like. Ciao!